Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, l'aide au paiement des loyers, un bol d'air pour les familles les plus précaires. Inspiré du modèle calédonien, le projet de loi entre dans les circuits législatifs. Objectif, faciliter l'accès à un logement décent face à la flambée des loyers. Véhicules hybrides et électriques, un coup d'accélérateur pour le secteur automobile. Depuis le début de l'année, la suppression des droits de douane allège la facture pour les acheteurs. On en parle dans ce journal. Les athlètes du surf local à l'honneur ce soir à Papeete. Nous serons en direct de la remise des prix du championnat de Tahiti avec notre journaliste Roanoui Atuahiva. Notre invité ce soir, Keinuu Temauri, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance. Les grands dossiers du sport polynésien au menu de cet entretien. Le dispositif a été validé hier en Conseil des ministres. Une aide au paiement des loyers va être mise en place pour soutenir les foyers les plus modestes face à des loyers devenus difficiles à assumer. Une mesure attendue notamment par les acteurs sociaux pour répondre à une précarité souvent invisible. Esther Cuneo. Cette jeune mère travaille dans une crèche de la place et élève seule sa fille de 6 ans. Comme de nombreuses familles monoparentales, elle cumule emploi stable et grande fragilité financière. Moi, mon loyer, il est de 105 000. Une fois que j'ai payé le loyer, il me reste en gros pour vivre 15 000 francs. J'ai l'allocation familiale qui est justement de 12 000 francs. Ça m'aide également avec ma fille. Cette jeune femme n'est pas la seule. Chaque année, Rahu Ora accompagne environ 200 familles grâce aux subventions du pays. On est dans un système donnant-donnant. Il participe à hauteur d'un tiers du loyer. Les 2 tiers restants sont pris en charge par une subvention que le pays nous alloue chaque année. Et donc, en contrepartie, il y a des objectifs qui sont mis en place, réfléchis avec les familles. Et pendant la période de 2 ans, elles sont là pour pouvoir mettre en œuvre tous ces objectifs que l'on aura au préalable fixés. Mais à l'issue de ce dispositif, le passage vers le parc privé reste un obstacle majeur. Seuls 30% des familles parviennent à s'y maintenir, souvent au prix de concessions sur la taille ou la qualité du logement. Dans ce contexte, l'annonce d'une nouvelle aide est accueillie comme une bouffée d'oxygène. 30% de 200 familles, c'est pas énorme, ça fait une soixantaine qui arrivent à pouvoir se loger dans le parc privé. Malheureusement, pas toujours dans de bonnes conditions aussi. C'est une aubaine que l'APL soit mise en place pour toutes ces familles qui effectivement peinent à pouvoir louer dans le parc privé. Cette aide, le ministre du Logement assume ne pas l'avoir inventée de toutes pièces. Le dispositif s'inspire largement de modèles existants, comme celui de la Nouvelle-Calédonie. On a évidemment regardé ce qui se passe en métropole, puisque la métropole dispose de plusieurs aides au paiement des loyers. On a regardé également ce qui se passe sur la Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'ensemble de ces dispositifs qui nous ont conduit à adopter, de s'inspirer majoritairement de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en corrigeant bien évidemment le dispositif pour le rendre beaucoup plus adapté à la Polynésie française. L'aide sera conditionnée à des critères spécifiques, à commencer par la décence et la sécurité des logements. Nous ne souhaitons pas que l'aide bénéficie à des logements qui sont mis sur le marché malheureusement par des marchands de sommeil. Il ne s'agit pas de venir entretenir ce phénomène. Donc il s'agit des critères en réalité qui sont déjà prévus par le Code de l'aménagement. Le deuxième critère vise les plafonds de loyer, les revenus et la composition familiale des locataires. Les familles nombreuses et monoparentales seront donc intégrées dans un calcul pensé pour coller aux réalités sociales. On dit traditionnellement que le loyer doit représenter 30% du montant des revenus. Nous pensons qu'il faut avoir de cette assertion, de cette affirmation, une analyse plus nuancée en fonction de la composition des ménages. Pour son lancement, le dispositif sera doté de 200 millions de francs, inscrits au budget primitif 2026. Une première année de rodage, avant un éventuel ajustement des crédits en fonction de l'adhésion des locataires, des propriétaires et de la réalité du terrain. C'était une mesure très attendue par le secteur automobile. Depuis le début de l'année, les droits de douane sur les véhicules électriques et hybrides ont été supprimés. Un coup de pouce pour le budget des consommateurs et un levier pour relancer les ventes dans le secteur. Nicolas Pérez.
Depuis le 1er janvier, les véhicules hybrides et électriques de plus de 4 chevaux sont à nouveau exonérés des droits de douane. Une aubaine pour le secteur qui, depuis 2 ans, observait une baisse des ventes de ces véhicules dits propres. Nous avons senti ce frein de façon très, très sensible, lié à une augmentation des prix, tout simplement. Et donc, ce qui a fait que pour un certain nombre de consommateurs, l'achat d'un véhicule hybride ou électrique devenait prohibitif. Et donc, ces consommateurs se retournaient naturellement vers l'achat de véhicules thermiques. Si certains adoptent ce type de véhicule pour des valeurs environnementales, le premier facteur d'achat reste l'économie générée. Même si on est à 12 000 ou 15 000 km par an, l'investissement d'un véhicule hybride vaut le coup en termes écologiques, mais également en termes économiques, puisque si on prend un SUV thermique et si on prend un SUV hybride, on va avoir une consommation qui est à peu près 2 fois inférieure sur un SUV hybride. Donc, clairement, on le retrouve dans le porte-monnaie à la fin du mois également. Et avec ce coup de pouce du pays, les voitures hybrides ou électriques disponibles sur le territoire redeviennent aujourd'hui compétitives. Quand on regarde les prix et équipements équivalents, on a les mêmes prix ici que ceux qu'on trouve en métropole. Clairement, les gens ne s'y trompent pas et je dirais qu'on n'a même pas besoin de les convaincre en fait, en faisant eux-mêmes le tour des concessions et en regardant les véhicules, ils voient spontanément l'intérêt qu'il y a à basculer sur ce type de véhicules qui sont les véhicules hybrides. Si l'exonération des droits de douane est en vigueur depuis le 1er janvier, les concessionnaires de la place l'ont d'ores et déjà appliquée sur les stocks 2025. À partir du moment où effectivement la profession bénéficie de ce coup de pouce fiscal de la part du gouvernement, nous la moindre des choses c'est effectivement de répercuter immédiatement cet avantage. Selon le syndicat des concessionnaires automobiles, les véhicules accueillant ces motorisations représentent désormais 25% du marché. Du surf à présent, ce soir, la fédération tahitienne met à l'honneur ses champions. Athlètes, clubs et partenaires sont réunis pour la remise des prix du championnat de Tahiti. Un moment fort pour célébrer une saison de performance et d'engagement. La soirée est en cours. Nous retrouvons notre journaliste Hoanui Atuahiva sur place. Hoanui, Yaurana, qui sont les grands vainqueurs de la saison 2025? Yorana Vemiti, écoutez, dans cette soirée, plusieurs titres de champion de Polynésie vont être attribués. Cependant, les grands vainqueurs cette année, ce sont bien sûr Teiva Tetahio et Kohai Firo qui se sont imposés dans la catégorie Surf Open, un titre de champion de Polynésie qui récompense la régularité des surfeurs tout le long de l'année. Ils ont pu s'exercer sur les 3 spots de Papara à Taharu, l'embouchure de Papeno et bien sûr la vague mythique de Teahupo. Et pour en parler plus en détail, je reçois avec moi ce soir Max Wasna, président de la Fédération tahitienne de surf. Yorana Max. Yorana tout le monde. Comme je le disais, donc Teiva et Kohai se sont imposés cette année. Malgré la présence des anciens comme Michel, comme Steven, la jeunesse a su tirer son épingle du jeu. Oui, pour Kohai, il ne faut pas oublier qu'elle a été vice-champion du monde aussi en junior. Et donc elle performe. Et la vague de Papara, c'est une vague de beach break aussi. Donc il y a aussi beaucoup de techniques. Et Teiva Tetahio connaît bien la vague aussi. Donc c'est très bien et ça va bousculer un peu la hiérarchie. Mais on était content de leur performance. En 2025, il y a eu bien sûr le retour sur la vague de Teahupo. C'était important quand même pour vous de ramener cette étape-là sur le calendrier local? En fait, c'était la première fois qu'on fait un championnat fédéral à Teahupo. Et pour nous, c'est en 3 étapes. Donc il y a une à Papara, une à Papeno et une à Teahupo. Ça permettait au fait d'avoir le champion des champions, que ce soit en plage ou au récif. Et Teahupo, oui, il y a des étrangers, il y a la Tahiti Pro qui surfe cette vague. Et c'est bien de faire un championnat. Donc il y a le surf et le bodyboard aussi. Donc on est content et on va le renouveler pour l'année 2026. Justement, comme tu l'as dit, il y a le surf, il y a le bodyboard, mais pas que. Vous avez 2 noms, la Fédération tahitienne de surf, mais il y a aussi beaucoup d'autres disciplines que vous voulez mettre en avant. Oui, tout à fait. On a 14 disciplines et on a au mois de novembre, il y avait une QS, donc un championnat international de body surf.
Donc, comme on dit, Fahetino. On a plein d'autres disciplines, le longboard, le paddleboard, le kneeboard, voilà, et le foil aussi, pas oublier que le foil aussi sur les jeux de la Fédération thaïsienne de surf. Donc beaucoup de disciplines et c'est beaucoup de boulot, mais on a une bonne équipe, on a une bonne famille de surf et la glisse, et d'ailleurs ce soir on peut le voir, ils sont tous là, et là on n'a que les lauréats, on n'a pas encore tout le monde du surf. Et moi j'appelle aussi à tout le monde de renouveler la licence pour ceux qui étaient déjà licenciés et aux nouveaux adhérents de nous rejoindre parce qu'on essaie de dynamiser encore plus. Et d'ailleurs on aura une compétition supplémentaire QS cette année qui va être à Punavia et on va enchaîner après à Papara et après on sera à Hawaï. Donc beaucoup de challenges encore cette année. Au niveau local, est-ce qu'il y a des changements pour la saison à venir en 2026? Comme je disais, alors au niveau local, on va maintenir l'étape à Te Ahupo pour la Open, mais chez les jeunes, on a le projet héritage aussi, donc on essaie de les faire performer localement pour pouvoir après aller au championnat du monde junior. Mais en étape locale, on va dire des changements, on l'a fait déjà l'année dernière. Cette année, on maintient le cap, mais on ne va pas essayer de faire trop de changements, plutôt des petits détails à régler, mais on a eu une assemblée générale hier soir et tout le monde a approuvé la philosophie et la façon, comment dire, le AVIA, la ligne de conduite qu'on va mettre pour faire d'autres champions et d'autres Kaoli, d'autres Vahiné, c'est le but. Justement, cette année, on a 2 filles sur le CT à Kaoli qui est au poste des qualifications. Il y a également 3 surfeurs qui sont qualifiés pour les Challenger Series. On peut dire que l'avenir du surf polynésien, il brille. Oui, et le plus dur, c'est de le maintenir et d'en avoir d'autres. Parce que, voilà, un athlète, c'est pas un cheval de course aussi. Tout le temps, il faut être performant. Il y a des hauts et des bas. Donc, on est là pour soutenir. On a fait une bonne recrue aussi. C'est notre cadre technique, Kevin Bourez, qui apporte toute son expérience. Il ne faut pas oublier que c'est un surfeur pro aussi. Et donc, ça a déjà permis de renforcer. On a Gaël Vass aussi, notre secrétaire général, qui est le papa de Kaoli, qui nous met pas mal sur les rails aussi, sur la partie visionnaire de l'épreuve. Mais je suis un président satisfait, mais on en veut encore et on prépare aussi les Jeux du Pacifique, pour ne pas oublier l'année prochaine, les Jeux olympiques de 2028 et 2032 avec la Fédération française de surf. Donc en tout cas la ligne de conduite est pas mal. Merci Max d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et donc voilà, Vemiti, les précisions que nous pouvons vous apporter depuis le Kon-Tiki. Maintenant, tous les regards se tournent donc vers la saison 2026 qui, Vemiti, je te promets, sera spectaculaire. Merci Hoanui, Atuahiva et Désiré Teivao derrière la caméra. Du sport toujours, mais aussi ses enjeux de structuration et de gouvernance. Tahiti United, délégation de services publics, développement du sport et de la jeunesse. Nous recevons ce soir le ministre des Sports, Keinuu Temauri, pour en parler. Yorana. Yorana Vemiti. Alors, monsieur le ministre, on célèbre l'excellence du surf ce soir, en ce début d'année, avec notamment les Jeux du Pacifique en ligne de mire. Est-ce que le surf est aujourd'hui un modèle pour montrer que le sport polynésien peut briller au plus haut niveau international? Bien sûr. Alors, avant tout, je voulais simplement adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble des Polynésiennes et des Polynésiens qui nous suivent. Oui, le surf est un modèle. C'est une discipline qui était sous les feux des projecteurs en 2024 avec les Jeux Olympiques. La fédération a su embrayer sur des projets structurants, on vient de le voir, énormément de projets et de défis. Je tiens vraiment à féliciter et à saluer le travail de la fédération. J'aurai l'occasion de leur dire directement puisque je me rends juste après à l'événement. Alors un mot rapidement sur les Jeux du Pacifique 2027, ça a été évoqué d'ailleurs par Max Wazna. Alors sera-t-on dans les temps pour les infrastructures? Oui, nous serons dans les temps pour les infrastructures, on a su le calendrier. Mais au-delà des infrastructures, on a beaucoup d'autres enjeux. Vous savez, l'organisation à proprement parler des Jeux du Pacifique est confiée au comité organisateur. J'ai eu l'occasion de faire le point avec eux cet après-midi, donc on avance également sur ces problématiques-là, puisque je rappelle qu'il y a à peu près 12 000 personnes à loger, transporter, nourrir. Donc c'est des enjeux globaux, donc on avance sur les infrastructures, on avance sur l'organisation, tout se passe bien. Je voulais aussi insister sur une dernière mission qui est sous notre coordination, que l'on travaille avec les fédérations, donc ça fait le lien avec ce que l'on vient de voir, et le COPF, puisqu'il y a une mission aussi, on doit gagner les Jeux du Pacifique, donc on a tout un accompagnement qui est proposé à nos athlètes et à nos fédérations.
Donc on est confiant. Je tiens à dire devant les Polynésiens que nos athlètes sont en capacité de gagner les Jeux du Pacifique. Alors, Monsieur le Ministre, les nouvelles délégations de services publics, les DSP, devaient entrer en vigueur le 1er janvier. Nous sommes le 15 janvier et tout est décalé au 1er mars. Pourquoi un tel retard? Alors, il y a un certain retard. En fait, on avait voulu caler sur l'année civile. Techniquement, on n'est pas tout à fait en retard puisque le délai réglementaire qui est imparti est d'1 an après l'adoption de la loi de pays qui a été promulguée en mars. Donc, on a jusqu'à mars pour pouvoir délivrer les DSP. En fait, c'est surtout les fédérations qui nous ont demandé du temps supplémentaire pour pouvoir se préparer, pour pouvoir rendre des dossiers dans les temps. Est-ce que ça bloque les subventions, l'organisation des championnats, des fédérations pour cette année? Non, pas tout à fait. On a un système qui est mis en place avec des aides de l'Assemblée qui ont l'habitude de tomber aux alentours de février-mars. Donc on va rester dans le calendrier. Tu as évoqué la date de mars. Je peux vous confirmer en tout cas que l'attribution des DSP sera sur la table du Conseil des ministres pour la première semaine de février. Alors, l'ancienne ministre des Sports annonçait que les nouvelles DSP seraient accordées pour 8 ans afin de donner de la visibilité au club jusqu'aux Jeux du Pacifique 2031. Aujourd'hui, on parle de contrats de 5 ans et demi. Pourquoi avoir réduit cette durée? Alors, dans la réglementation, il est écrit d'un maximum de 8 ans. Là, on veut simplement pouvoir calibrer la durée sur une durée de 4 ans qui correspond en fait à une durée d'une Olympiade calée sur les Jeux du Pacifique. Donc en fait là, on va aller jusqu'aux Jeux du Pacifique qui sont concernés. Alors, l'un des buts de cette réforme était de mettre fin aux guerres de clans dans certaines disciplines. Vous allez devoir choisir une seule fédération de sport. Sur quels critères allez-vous trancher pour éviter que les recalés ne bloquent la situation devant la justice? Alors tous les critères ont été fixés par la réglementation. Donc on va s'attacher à regarder la structuration de la fédération, le nombre de licenciés, nombre de clubs affiliés. Il y a toute une série en fait, qui est liée au projet fédéral. On va analyser en fait, la capacité de la fédération à répondre à certaines missions de service public, développement du sport pour tous, formation, etc. etc. C'est déjà des obligations et des projets sur lesquels les fédérations avaient l'habitude de travailler. Simplement, on est venu l'inscrire dans la réglementation. Votre ministère, au temps de Naïma Temari, avait lancé un sondage anonyme en 2024 pour mieux comprendre la consommation d'ice. Aujourd'hui, où en est cette enquête? Alors l'enquête avait abouti, on s'en sert aussi pour pouvoir piloter nos politiques publiques. On a un délégué interministériel qui s'est approprié l'ensemble de ces problématiques, donc qui coordonne l'action du gouvernement à tous les niveaux. Moi, je m'occupe plus particulièrement en tout cas du volet de la jeunesse. Donc on a eu dans le cadre de cette étude-là un âge moyen qui tournait autour de 30-35 ans. Donc ce n'est pas tout à fait le public jeune qui est stigmatisé. Ça touche toutes les classes sociales. Donc oui, on s'appuie en tout cas sur ces données-là. Est-ce que les réponses des Polynésiens à ce sondage ont directement modifié votre politique de lutte contre l'ice? Notre politique de lutte contre l'ice, elle est un peu en phase quand même avec tous les constats qui a été fait. Moi, en ce qui concerne la jeunesse, je m'attache quand même à pouvoir proposer une alternative positive. C'est pas juste de combattre l'ice de front en disant que c'est pas bien. J'essaie d'utiliser l'ensemble de mes portefeuilles, sport, jeunesse, artisanat. Je viens de nommer également une nouvelle chef de service à la délégation de la prévention de la délinquance juvénile pour apporter cette touche culturelle puisqu'elle a évolué en tout cas dans le monde de la culture. C'est important pour nous d'apporter ces notions-là pour qu'on puisse se réapproprier tous ces aspects-là pour éviter en fait que les gens se renferment sur eux-mêmes et se tournent vers les addictions. Alors, on parle beaucoup de l'ouverture du pôle santé mentale en 2026, annoncé par le gouvernement en novembre 2025, pour la prise en charge des troubles psychiques et des addictions. Est-ce que les résultats de l'enquête vous ont convaincu qu'il fallait mettre plus d'argent dans les soins et la désintoxication que dans la seule prévention? Alors ça fait partie de notre politique globale. C'est sûr que je ne pourrais pas forcément tout vous livrer ce soir sur ce sujet-là en particulier. Mais oui, ça devient nécessaire, c'est une priorité. Merci Keinou Temori d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On y revient aussi ce soir à Mahina Hinoy-Fritsch a présenté hier sa liste Mahina Atia, ancien colistier de Patrice Jamet et de l'actuel maire Damas Tewira. Il entend aujourd'hui impulser une nouvelle dynamique pour la commune, développement des anciens sites militaires, protection de l'environnement avec une priorité clairement affichée, la jeunesse. On l'écoute au micro de Nicolas Pérez. Notre liste va mettre l'accent sur la jeunesse, mais ça va être du concret, c'est-à-dire que nous allons mettre en place une maison des jeunes
dans laquelle les jeunes pourront venir justement se renseigner par rapport aux différentes démarches qu'ils peuvent faire pour se former, pour également chercher du travail et avoir en fait à leur disposition une forme de guichet unique où ils vont trouver en fait tout ce qui les concerne. Place maintenant à la culture accessible à tous. Après un report lié à la météo, l'Opéra de Paris revient à Papeete. 2 projections gratuites sont proposées vendredi et samedi dans les jardins de Paof-Ey. L'opéra Turandot et le ballet Don Quichotte, classique du répertoire international. Un rendez-vous culturel porté par la commune. Explication avec Audrey Veira-Arroa, directrice de la culture de la ville de Papeete, et Peterson Cowan, professeur de chant lyrique au conservatoire. L'objectif de la commune, c'est vraiment de pouvoir proposer à la population une diversité et de valoriser également les artistes locaux, car on en a. Donc c'est démocratiser l'art lyrique et chorégraphique. C'est une alternative à notre au Riteiti, au Heiva, des choses. Donc ça arrive vraiment une alternative de propositions culturelles différentes et les gens sont plutôt réceptifs. Je vous rassure, vous n'allez pas avoir 3h57 d'opéra, mais nous avons tout réduit à 1h10, 1h15 parce que nous avons fait le choix d'avoir le meilleur, le best sur ces 1h45. Donc du coup, Nenhe venir, Pewe, Tama, Pouroi, et c'est offert. Je dis parce que gratuit, voilà, c'est offert par la mairie de Papeete. Et toutes les informations pratiques sont à retrouver sur tntvnews.pf. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, sur notre antenne, Moana vous propose une rétrospective de l'année 2025, suivie de l'émission Toua, avec le portrait de Touhani Pujibé. Puis place à la série Drop Dead Diva avec 2 épisodes de la saison 5. Demain, retrouvez Sophie Guébel pour vos éditions du week-end. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.